Jonestown, novembre 1978. Plus de 900 morts en une seule journée dans la jungle du Guyana. Le monde a retenu les images, les corps alignés dans le soleil implacable, le poison, la folie d'un homme, puis le silence, lourd et définitif. Du moins, c'est ce qu'on a cru. Car après les corps, après les rapports, après les enquêtes, il restait les bandes. Des bobines magnétiques retrouvées dans la cabane radio, des sermons, des discours, des prières, des preuves sonores. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. On dit souvent que l'histoire s'écrit avec des images, des photos, des chiffres. Mais on oublie une chose, le son. Une image peut être recadrée, un texte peut être corrigé, un chiffre peut être réinterprété, mais une voix ne sait pas mentir longtemps. Elle porte dans ses inflexions, dans son usure, dans ses silences, la vérité d'un instant. Et cet instant, une fois capturé, ne meurt pas toujours quand il le devrait. Ces bandes devaient être traitées, nettoyées, cataloguées, rendre intelligible l'inintelligible. C'est une histoire de ces bandes, ou plutôt de ce qui se trouvait entre leurs sillons, et dans l'esprit de celui qui a osé les écouter. Vraiment, les écouter. Chaque matin, avant d'ouvrir une nouvelle bobine, je règle le thermostat à 18 degrés. Le froid aide à rester concentré. C'est une superstition de technicien. Mon nom n'a pas d'importance. Ma fonction, si. Ingénieur du son, restaurateur d'archives. Mon atelier, c'est un bunker insonorisé, un espace neutre où le passé est déposé sur des bobines d'oxyde de fer et d'acétate. Mon travail consiste à nettoyer le bruit, le grésillement du temps, le souffle de l'équipement, les craquements de la matière, à séparer l'accidentel de l'intentionnel, à rendre compréhensible ce qui ne l'est plus. C'est un travail de chirurgien, méthodique, presque aseptisé. Quand le contrat est arrivé, celui des bandes de Jonestown, je n'ai pas hésité. Ce n'était pas la première fois que je travaillais sur des archives difficiles, des champs de bataille, des salles d'interrogatoire, des cockpit voice recorders après un crash. Le son de l'extrême. Il obéit toujours aux mêmes règles physiques. Une fréquence est une fréquence. Une distorsion a une cause. Du moins, c'est ce que je croyais, avant de glisser la première bobine sur le magnétophone Studer. Les premières écoutes étaient conformes aux rapports officiels. La bande Death Tape, bien sûr, la voix de Jim Jones, épuisée, paranoïaque, tissant son ultime sermon dans un bourdonnement de mouches et de ventilateurs poussifs. D'autres bandes, plus anciennes. Des chants, des meetings, des enfants récitant des leçons. La normalité construite, puis la normalité qui se fissure. On entendait la fatigue dans les voix, bien avant le poison. Une lassitude de fond, comme une fréquence sous-audible. Et entre les mots, entre les phrases, les silences. Ce n'étaient pas des absences de son, c'étaient des présences. Des silences épais, poreux, chargés de la réverbération du pavillon, du souffle collectif, du bourdonnement du système électrique de la jungle. Des silences qui semblaient retenir leur souffle. J'ai noté cela. Ambiance résiduelle anormale. Pression acoustique élevée dans les plages de silence. Puis, au 3e jour, j'ai trouvé la bobine. Elle était rangée à l'écart, dans une boîte en carton neutre, sans numéro d'inventaire, sans étiquette de transfert du FBI. Juste une bande grise, d'apparence standard, enroulée sur elle-même. Un oubli. Une relique administrative. Je l'ai montée. Le signal vuméteur bougeait à peine. Un souffle continu, plat, à 40 Hz. Le ronron d'un monde vide. J'allais la rembobiner, la classer bruit de fond, inexploitable. C'est alors que je l'ai entendue, ou plutôt senti. Une vibration d'abord, dans les graves, au seuil de l'audible. Une pression dans les tympans. Puis, elle a émergé. Une voix. Aucune distorsion d'amplification. Aucune réverbération de salle. Comme si elle était parlée directement contre le microphone, mais à voix très basse. Un chuchotement usé, masculin ou féminin, impossible à dire. 3 mots. Let me out.
Le souffle reprenait. 30 secondes de silence chargé. Puis de nouveau, identique, au même niveau, avec la même inflexion éteinte. Voix inconnue. Let me out. J'ai arrêté la bande. J'ai noté sur mon cahier. Anomalie B7. Phrase répétitive. Possible artefact de copie. Possible survivant enregistrement tardif. À investiguer. C'était ma première hypothèse, la plus humaine. Elle ne devait pas être la dernière. L'esprit rationnel est un excellent cartographe. Face à l'inconnu, il déplie immédiatement ses cartes, celle de l'erreur, celle du hasard, celle de la défaillance technique. Il trace des routes rassurantes à travers le territoire de l'inexpliqué. Ce n'est que lorsque toutes ces routes mènent à des falaises que l'on commence à envisager que la carte elle-même pourrait être fausse. J'ai passé la semaine suivante à tester les hypothèses. C'était mon protocole, ma barrière contre le non-sens. Hypothèse 1, le survivant agonisant. L'idée avancée par certains historiens. Après le massacre, un dernier respirant, errant parmi les corps, trouvant un magnétophone, encore, en marche. J'ai isolé la piste. J'ai cherché dans le souffle les signes d'un environnement. Insectes, vent, pluie, rien. Le souffle était trop propre, trop régulier. Un souffle de studio, pas de jungle. Et la phrase... Elle n'avait pas l'urgence chaotique de l'agonie. C'était une litanie, une obsession, un disque rayé de l'âme. Un mourant se dissout, sa voix se brise. Celle-ci était d'une constance terrifiante, comme gravée dans la cire. Hypothèse 2. Le chevauchement de piste. Le chevauchement de piste. Les bandes étaient réutilisées. Un sermon effaçait un meeting. J'ai isolé les fréquences, cherché des harmoniques fantômes. La bande était vierge en dessous. Cette voix était la seule couche. Elle était fondatrice. Hypothèse 3. La pareidolie auditive. Cette tendance du cerveau à donner un sens au bruit. J'ai fait écouter l'extrait à une collègue, sans contexte. « Tu entends quelque chose ?» Elle a froncé les sourcils. Un bourdonnement. Et puis, hésitation. On dirait presque une voix, mais c'est indistinct. Presque. Pour elle, c'était un presque. Pour moi, après des heures d'écoute, c'était une sentence. Et c'est là qu'est née la 4e hypothèse, celle que je n'ai écrite nulle part, au début, celle que j'ai gardée dans un coin de mon esprit, comme on cache un objet dont on a honte, l'effet de contamination cognitive. J'ai cherché des précédents, des cas documentés, l'affaire des stations de nombre pendant la guerre froide, ces radios fantômes qui diffusaient des séquences cryptées en boucle, 24 heures sur 24. Les analystes qui les écoutaient, jour après jour, finissaient par entendre autre chose, des voix d'enfants dans les parasites, des messages personnels glissés entre les chiffres, des hallucinations auditives, partagées, contagieuses, le cerveau qui invente ce que l'oreille ne peut pas supporter de ne pas trouver. J'ai appelé un ancien collègue, Marc, spécialiste des enregistrements de guerre, des boîtes noires de chars, des communications de tranchées. Nous avions travaillé ensemble sur des archives du Vietnam. Je lui ai posé la question directement. « As-tu déjà entendu quelque chose qui n'était pas là ?» « Pas là. » Il y a eu un silence. Puis il a ri. Tout le temps, le cerveau remplit les vides. C'est son travail. Tu écoutes assez longtemps du bruit blanc. Tu finis par y entendre ta mère qui t'appelle. J'ai attendu. Il a continué. Mais parfois tu te demandes si ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire, si tu n'as pas révélé quelque chose qui attendait, comme développer une photo. L'image est déjà là, sur le négatif. Tu ne l'inventes pas, tu la rends visible. J'ai noté cette conversation. Je l'ai classée sous non concluant. Puis j'ai fait autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais fait sur un projet. J'ai consulté un médecin, pas mon généraliste, un ORL spécialisé dans les acouphènes et les troubles auditifs professionnels. Je lui ai dit que je travaillais sur des archives difficiles, que j'entendais des choses en dehors des sessions d'écoute. Des murmures, mon propre nom, une fois. Il m'a fait passer des tests. Audiogramme, potentiel évoqué auditif. Tout était normal, aucune lésion, aucun acouphène objectif. Il a hoché la tête. Vous travaillez combien d'heures par jour sur ces bandes ? 6, 7 parfois. Dans un environnement insonorisé ? Oui. Seul ? Oui. Il a noté quelque chose sur son ordonnance. Pas de médicaments.
Juste une recommandation. Réduire l'exposition, varier les tâches, éviter l'isolement sensoriel prolongé. En bas, en plus petit, il avait ajouté « Envisager consultation psychiatrique, si persistance ». Je me suis garé près de chez moi. Rue vide, moteur coupé. Un silence banal d'abord. En sortant de la voiture, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je n'entendais rien. Une voiture est passée derrière moi, à quelques mètres. Aucun son. Rien. Mon cœur s'est emballé. Aucune douleur aux oreilles. Juste ce vide total. En montant les escaliers, un bruit est revenu. Ma respiration, amplifiée, sifflante. Arrivé devant ma porte, tout s'est arrêté. Puis les sons sont revenus, un à un. Le néon du palier, le vent au dehors. Le monde avait repris sa place. J'ai ouvert la porte. Je me suis assis à ma table de cuisine, sous la lumière crue du néon. J'ai bu un verre d'eau, puis un autre. Mes mains ne tremblaient pas. C'était pire. Elles étaient parfaitement stables. Comme si mon corps avait décidé que ce qui venait de se passer était normal. Plus tard, j'ai relu mes notes. J'ai écouté les passages où j'avais cru entendre mon nom. À nouveau, au casque, volume normalisé. Et je l'ai entendu. Encore. Peut-être plus faible, peut-être juste dans les harmoniques du souffle, mais là, mon nom. J'aurais dû arrêter. Mais j'étais seul. Personne d'autre ne pouvait terminer ce travail. Le contrat stipulait un rendu dans 3 semaines. Et surtout, il y avait une part de moi qui voulait savoir. Qui devait savoir? La contamination cognitive suppose un groupe, une idée qui circule, qui se renforce entre analystes, qui devient consensuelle par répétition. Mais j'étais seul, il n'y avait personne pour me contaminer, sauf peut-être la voix elle-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les silences avaient changé. Ils ne se contentaient plus d'exister entre les mots, ils semblaient répondre à mes actions. Je mettais la bande en pause, j'entendais un frottement dans la pièce. Je rembobinais, un souffle impatient traversait l'espace. Comme si quelque chose suivait le rythme de mon travail, comme si quelque chose apprenait. J'ai appliqué mon protocole avec une rigueur presque militaire. J'ai tenu un journal détaillé de chaque session, notant l'heure, mon état de fatigue, la température, même ce que j'avais mangé au déjeuner, des données, des barrières de chiffres contre l'irrationnel. Pendant 4 jours, cela a fonctionné. Ou du moins, j'ai cru que cela fonctionnait. Les anomalies se sont espacées. La voix restait sur la bande, là où elle devait être. Les silences redevenaient des silences. J'ai pensé que Marc avait raison, que mon cerveau s'était épuisé à chercher du sens dans le bruit, et qu'en brisant la routine, en me réexposant à la lumière du jour, à des horaires normaux, je m'étais guéri moi-même. C'était une conclusion rassurante. Elle ne devait pas durer. On croit que la folie est un cri, un éclat. Elle est souvent bien plus discrète. C'est une porte qui grince, à peine dans une maison que vous croyez connaître. Puis un jour, vous réalisez que cette porte n'a jamais existé. Et pourtant, vous l'entendez toujours. Ma dérive ne fut pas spectaculaire. C'était une érosion lente. Pourtant la bande, elle, évoluait. Ce n'était pas mon imagination. Le nettoyage spectral révélait de nouvelles choses. Non pas d'autres phrases, mais des textures dans le souffle, des fragments de sons étouffés qui ressemblaient à des pleurs lointains, à des bribes de prières collectives du temple, à des fragments de l'hymne « He's able », ce chant de foi martelé à Jonestown, distordu comme par un mauvais rêve. Comme si la bobine grise, celle de la voix solitaire, absorbait peu à peu les échos des autres enregistrements. Une idée absurde. L'évidence la plus concrète est arrivée 2 jours plus tard. Je travaillais sur la bande « Enfant, récitation, numéro 4 ». Une jeune fille énumérait les États américains d'une voix claire, scolaire. Alabama, Alaska, Arizona. Je faisais une pause toutes les 20 minutes, par protocole, pour reposer mes oreilles. Pendant l'une de ces pauses, j'ai remis par réflexe la bobine grise sur la platine, juste pour vérifier le niveau du souffle de base. Arkansas. Je me suis figé. J'ai cru à une illusion de fatigue, un artefact, une résonance mentale. J'ai rembobiné, réécouté. Le fragment était toujours là. Une syllabe fantôme,
à la fréquence exacte de la voix sur l'autre bande. J'ai ouvert les 2 fichiers sur l'analyseur spectral. J'ai superposé les courbes. Le pic de fréquence de la syllabe « sas » dans « Arkansas » sur la bande des enfants correspondait avec une précision mathématique au pic du murmure fantôme sur la bobine grise. C'était impossible. Aucun transfert n'avait été fait. Les 2 bandes n'avaient jamais été montées sur le même magnétophone en même temps. J'ai tout vérifié, les câbles, les entrées, l'isolation des machines, rien. Pas de fuite, pas de diaphonie, pas de mélange entre les pistes. Pourtant, c'était là. La bande grise avait ingéré le son, comme si l'écho d'une prière, d'un chant, d'une leçon d'école pouvait migrer d'une bobine à l'autre dans l'obscurité de leur boîte. Un écho qui cherchait à se rallier à d'autres échos. J'ai ouvert mon journal pour noter l'anomalie. Ma main tremblait légèrement en écrivant. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour tracer la date. 15 novembre. Où était-ce le 16 ? Je ne savais plus. J'ai regardé les pages précédentes. Mes notes des derniers jours. L'écriture était serrée, presque compulsive. Des marges remplies de calculs de fréquences. Des schémas de connexions impossibles. Et, dans le coin supérieur droit de chaque page, toujours la même annotation, manuscrite. Vérifier, souffle. Vérifier, souffle. Vérifier, souffle. Je ne me souvenais pas d'avoir écrit cela. Ce soir-là, en remettant la bande dans sa boîte, une pensée a traversé mon esprit. Juste une pensée, fugace. Je l'ai repoussée immédiatement, mais elle est revenue. Plus de 900 personnes. Mortes en quelques heures. Une telle concentration d'agonie, de peur ultime, de dissolution de la volonté. La physique parle de résonance. Un matériau soumis à un stress intense peut garder en mémoire la forme de ce stress. Un pont qui vibre encore après le passage du train. Une cloche qui résonne longtemps après le coup. Mais quel est le matériau ici ? J'ai essayé de me concentrer sur autre chose. J'ai travaillé sur d'autres bandes. Des sermons plus anciens, des chants d'enfants, du matériel normal, documentable. Mais la pensée restait là, comme un bourdonnement de fond. Et si ce n'était pas la bande magnétique qui gardait la mémoire ? Et si c'était le lieu lui-même, l'air saturé de cris, imprégné de dernières paroles, devenu une chambre d'écho permanente, et la bande, par un hasard de positionnement du micro, de conditions atmosphériques, avait agi comme un électroencéphalogramme, captant non pas un son, mais l'empreinte sonore de l'événement. Un fantôme fait non d'image, mais de fréquence. Une voix sans corde vocale, une prière sans bouche. J'ai écrit cela dans mon journal. Puis, j'ai barré le passage. Puis, je l'ai réécrit en marge. Je ne savais pas si c'était une hypothèse ou une confession. Et « let me out ». Si ce n'était pas la demande d'un survivant, mais le dernier souhait inarticulé de 900 âmes fusionnées, coincées dans les limbes de leur propre fin. J'ai refermé le journal. Je n'ai plus jamais relu cette page. La science étudie le quoi, le comment. Mais parfois, le quoi lui-même devient une question si troublante qu'il ouvre une brèche. Et dans cette brèche, on peut apercevoir des choses qui ne devraient pas être là, des choses qui attendent patiemment qu'on leur prête attention. Et une attention soutenue est une forme de porte. À partir de cet instant, il ne cherchait plus à comprendre la voix, mais à lui répondre. La dernière session eut lieu un jeudi, très tard. La ville était silencieuse. Ou peut-être que c'était moi qui n'entendais plus la ville. Je ne sais pas. J'avais décidé de faire un dernier transfert, une copie de sauvegarde à la résolution maximale, et puis d'enfermer la bobine, de classer le dossier, de passer à autre chose. Le magnétophone tournait, les lampes à vide de l'ampli jetaient une lueur orangée. J'ai remarqué que mes mains étaient glacées. Je les ai frottées l'une contre l'autre. Le chauffage était pourtant réglé à 18 degrés. Toujours 18 degrés. Je surveillais les courbes sur l'écran spectral, le souffle, la voix habituelle. Puis, un blanc plus long. Je crus à une fin de bande. C'est alors que le spectre s'est animé. Une nouvelle forme. Une voix. Mais ce n'était plus la voix inconnue. La courbe des fréquences. Le timbre. Le léger sifflement sur les S. C'était « I'm listening ».
une copie parfaite de ma propre voix, épuisée, mais la mienne. Elle ne disait pas « let me out », elle disait calmement, clairement « I'm listening ». Quelque chose a traversé ma colonne vertébrale, pas un froid, une présence, comme si l'espace derrière moi venait de se remplir. Je n'ai pas osé me retourner. Je n'avais jamais prononcé cela. Jamais. Alors pourquoi l'ai-je entendu ? Sur l'écran, la fréquence de la voix inconnue réapparut. Elle répondit, mais cette fois, elle n'était plus un chuchotement. C'était une voix pleine, terrible dans son désespoir tranquille. Thank you. Mon souffle s'est calqué sur celui de la bande. Ce n'était pas volontaire. C'était automatique, comme un réflexe. Nous respirions ensemble, la bande et moi. Puis, le souffle reprit, mais il avait changé. Il s'était calqué sur le rythme de ma propre respiration, que j'entendais maintenant, sifflante, dans le silence de la pièce. La bande et moi, nous respirions à l'unisson. L'air était devenu dense, comme si la pièce elle-même retenait son souffle, ou comme si quelque chose, dans la pièce, venait de prendre une inspiration. Et alors, dans un dernier souffle commun, les deux voix se mêlèrent, la sienne et la mienne, indistinguables, pour prononcer la phrase finale, non plus comme une supplique, mais comme une constatation. You opened the door. Le magnétophone s'arrêta avec un clic sourd. Dans ce silence, je n'entendais plus ma respiration. Je n'entendais plus le bourdonnement des lampes. Je n'entendais plus le battement de mon cœur dans mes oreilles. C'était un silence neuf. Un silence attentif. Puis vint le frottement, très léger, comme un tissu contre un mur. Mais je n'ai vu personne. Il n'y avait personne. Je suis resté assis, les mains sur la table, glacé. Mes doigts tremblaient, je ne pouvais pas les arrêter. J'ai appuyé mes paumes à plat contre le bois, fort, jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Je venais de comprendre mon erreur fondamentale. J'avais cherché à savoir d'où venait la voix. Elle venait de nulle part, elle passait par moi. Elle ne voulait pas sortir de la bande n'était qu'un passage, moi aussi. J'avais passé des semaines à aiguiser mon attention, à nettoyer le signal, à lui donner une clarté toujours plus grande. J'avais poli la serrure, et ce soir, en écoutant une dernière fois, avec toute mon attention tendue, j'avais tourné la clé. Le silence qui régnait maintenant dans la pièce était différent. Pas une absence de son, une présence, quelque chose qui attendait, quelque chose qui respirait. Plus tard, bien plus tard, j'ai vérifié les logs du magnétophone, par réflexe professionnel, par besoin de comprendre. L'horodatage était cohérent, aucune anomalie dans la chaîne audio, aucun dysfonctionnement enregistré. Mais il y avait une chose, une seule, une micro-coupure de courant enregistrée à 23h47. Exactement au moment où j'ai entendu ma propre voix sur la bande. Une seconde. Juste une seconde. Le temps qu'un condensateur vide sa charge résiduelle dans le circuit. Assez pour qu'un cerveau fatigué, hyper attentif, en état de stress post-traumatique latent, projette sa propre voix dans le souffle blanc d'une bande qui défile. Une pareidolie auditive aiguë, un effondrement cognitif temporaire. C'est ce que j'ai écrit dans mon rapport final. C'est ce que j'ai expliqué à mon superviseur, et c'est ce que je me répète, encore aujourd'hui. J'ai éteint les lumières une à une. Dans le noir, j'ai quitté l'atelier. Je n'ai pas rembobiné la bande. Je n'ai pas rangé le matériel. Je ne suis jamais revenu. L'histoire pourrait s'arrêter là. Une anomalie, un incident isolé. Sauf que l'ingénieur n'était pas le premier. En 1979, un archiviste du FBI a demandé un congé médical après avoir travaillé sur les mêmes bandes. Dépression nerveuse. En 1983, un chercheur de l'université de Berkeley a abandonné sa thèse. Hallucination auditive persistante. En 1991, un documentariste a détruit toutes ses copies. Aucune explication donnée. L'ingénieur était le 14e. Et vous savez ce qui est troublant ? Dans chacun de leurs rapports médicaux, dans leurs notes personnelles, leurs journaux intimes, ils ont tous écrit la même chose, mot pour mot, avant de s'arrêter. I'm listening.
La bobine grise existe toujours, quelque part, classée, archivée, attendant patiemment le prochain auditeur attentif. Peut-être que ce sera